Le sexisme, pas de ça chez nous, de Rokhaya Diallo. En juin 2011, Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, a refusé la nationalité française à un homme marié à une Française depuis 4 ans, condition qui aurait dû donner lieu à l'octroi de sa nationalité. Pourquoi? Parce que Claude Guéant est très attaché à l'égalité homme-femme, bien sûr. Jugeant que cet Algérien avait une conception dégradante de la place de la femme dans la société, allant à l'encontre des valeurs fondamentales de la société française, parce qu'il empêchait notamment sa femme de sortir seule, de prendre la parole sans son autorisation, ou encore de travailler, il lui a dit non. Vous n'êtes pas digne d'être français, monsieur, a-t-il probablement pensé. Parce qu'en France, on respecte les femmes, c'est bien connu. Un féminisme à 2 vitesses. Depuis quelques années, la question des violences contre les femmes fait l'objet d'une attention toute particulière. De la dénonciation détournante à celle des crimes d'honneur attribués aux hommes d'origine étrangère passant par une récente loi interdisant le port du voile intégral au nom de la dignité des femmes, rarement la condition féminine a autant monopolisé le débat médiatique et politique. Mais c'est la condition de certaines femmes qui semble focaliser toutes les attentions. Miraculeusement, les débats ayant précédé l'interdiction du port de la burqa dans l'espace public ont converti certains de nos représentants politiques au féminisme, au nom des droits des femmes. Il est soudainement devenu urgent de sauver les opprimés du port du voile intégral. Que certains de ces nouveaux défenseurs de la cause féminine, Jacques Millard, Lionel Lucas ou Thierry Miriani entre autres, se soient par le passé opposés à la réforme de l'IVG et de la contraception, ne semble étonner personne. Ni le fait que ce féminisme à géométrie variable soit manifesté par des élus qui siègent sans état d'âme dans une assemblée où trônent 82% d'hommes. Cet élan féministe national était-il en congé le dimanche 15 mai? On est en droit de s'interroger. Ce jour-là, c'est une France incrédule qui se réveille au son de la nouvelle. Au son de la nouvelle. Dominique Strauss-Kahn, jusqu'ici présenté comme le favori pour l'élection présidentielle, est accusé de viol par la femme de chambre d'un grand hôtel new-yorkais. La France est sonnée. C'est impossible, entend-on de ci de là. Comment un homme si important pourrait-il se comporter de la sorte? Très rapidement, c'est la crédibilité de Nafissatou Diallo, la femme de chambre, qui est attaquée. Le président du FMI aurait pu avoir accès à tant de femmes, pourquoi se contenterait-il d'une pauvre femme de ménage? Et moche, qui plus est. Car les premiers commentaires se sont attardés sur l'improbabilité de son agression au regard de son physique décrit comme peu attrayant. Et puis non. Finalement, Nafissatou Diallo serait en fait très belle et très grande, 1m80 tout de même. Une bonne raison de la trousser? Et c'est avec effarement que l'on découvre les unes de la presse américaine qui traitent sans ménagement DSK, le qualifiant de pervers, non sans l'avoir montré humilié, menottes au poignet. Une telle chute semble inacceptable à une France habituée à manifester tant d'égards pour les élites. D'ailleurs, les premières réactions des amis de DSK ne se font pas attendre, laissant entrevoir le crédit qui aurait été donné à la parole d'une présumée victime si de tels faits s'étaient déroulés en France. Mus par une solidarité sans faille, les amis de l'agresseur présumé, politiques, intellectuels, journalistes, se sont précipités au micro des médias pour prendre sa défense. C'est impensable, ce n'est pas son style, leur réaction attribuant implicitement le rôle de l'affabulatrice à la jeune femme de chambre. Alors que Jean-Marie Le Guen assimile les allégations de Nafissatou Diallo à des hallucinations, tous se montrent scandalisés par le traitement infligé à leur ami, dont témoignent les photos qui le montrent menotté, tête baissée. Ce n'est pourtant pas la première fois que les médias montrent de telles images. Les images de sans-papiers menottés avant d'embarquer dans leur charter sont légion. A-t-on déjà entendu ces voix s'élever contre le traitement infamant qui leur est fait? Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des amis si médiatiquement visibles. Des solidarités similaires s'étaient révélées au cours de l'affaire Polanski. Le ministre Frédéric Mitterrand avait excusé l'attitude du réalisateur par son statut artistique, tandis que le philosophe Alain Finkielkraut n'avait rien trouvé de mieux que d'expliquer que la fille violée par le cinéaste paraissait bien plus âgée que ses 13 ans. La décence devient accessoire quand les intérêts des puissants sont en jeu. DSK, injudiciable, pas comme les autres. Revenons-en à DSK.
Sitôt l'affaire rendue publique, Bernard-Henri Lévy, pourtant si prompt à défendre la veuve et l'orphelin à travers le monde, déclarait « J'en veux au juge américain qui, en le livrant à la foule des chasseurs d'images, a fait semblant de penser qu'il était injustifiable comme les autres. » Pendant que la journaliste Sylvie Pierre Beausoleil interrogeait dans les colonnes du Point « Quelle image donnons-nous au monde quand les télévisions de la planète entière montrent un prestigieux Français pénétrer dans le tribunal de New York, piteux, mal rasé et toujours menotté, pas mieux traité que les malfrats de couleur déférés avant et après lui devant le juge ?» Les choses sont claires. Que des bronzés soient maltraités devant les tribunaux, c'est dans l'ordre des choses. Mais qu'un des nôtres subisse un traitement si dégradant, c'est intolérable. Intolérance qui va de pair avec l'incrédulité quant à la possible culpabilité de DSK. Pas de ça chez nous, le sexisme, c'est chez les autres. C'est les autres. Les vrais agresseurs sexuels, les méchants qui font trembler la ménagère de moins de 50 ans, sont ces Arabes et ces Noirs, ceux qui peuplent les banlieues. Et la lecture des médias tend à alimenter une curieuse impression que les femmes des quartiers vivent dans un monde parallèle, obéissant à des règles particulières et sont victimes du sexisme bien spécifique de leurs hommes, qui n'a bien évidemment aucun lien avec celui qui sévit dans le reste de la société. Impression renforcée par des actions telles que la journée de la jupe, créée par l'association Ni pute ni soumise, que sa présidente Niem Habshi justifiait ainsi. Lorsque je suis en jupe, je remarque, oui, que les hommes me regardent. Lorsque je suis en jupe, je me sens femme. Oui aussi dans mon propre regard. Lorsque mes sœurs à Vitry ou ailleurs tentent d'en faire de même, elles se font traiter de putes. Elles bravent l'interdit en arborant trop de féminité et de liberté. Outre le fait que cette allégation colporte d'odieux poncifs sexistes, la valorisation du corps des femmes passerait nécessairement par le regard des hommes, et la féminité se résumerait à son aspect le plus caricatural, à savoir le port d'une jupe, elle sous-entend l'idée que seules les femmes issues de certains quartiers pauvres subiraient le sexisme. L'affaire DSK a le mérite de démontrer que ce n'est pas le cas. Les problématiques vestimentaires ne concernent pas ces pauvres femmes, puisque la ministre Chantal Joanneau a avoué qu'à force d'entendre des propos déplacés, lorsqu'elle osait aborder une jupe à l'Assemblée nationale, elle avait fini par y renoncer. Et l'affaire Tron, impliquant un ministre accusé de harcèlement sexuel, a mis la lumière sur un sexisme d'en haut, largement toléré, voire encouragé. À quand une action de ni pute ni soumise en Parlement ? Un donjuanisme bien de chez nous. En France, les attitudes de séduction conquérantes ne font pas l'objet de réprobation. Pire, les femmes qui s'en plaignent sont souvent accusées d'être des chieuses, qui devraient être flattées au lieu de râler. On critique volontiers l'américanisation de la société, se traduisant par une montée du puritanisme et de la judiciarisation des rapports sociaux, aux antipodes de notre belle culture française, si libérée et si romantique. L'attirance que manifestent les hommes puissants à l'égard des femmes est souvent accueillie par une grande mansuétude. Il semble tout à fait tolérable que ces hommes soient des séducteurs. Il y a même une certaine admiration pour le donjuanisme de ces hommes à femmes. Mais que mettons derrière le mot séduction ? Est-ce qu'on s'interroge sur la violence que subissent celles qui ne sont pas nécessairement séduites ? Les voix de nombreuses femmes, qui à l'instar de la députée Aurélie Filippetti, se sont plaintes de la drague très lourde de DSK, n'ont pas reçu beaucoup d'attention, si ce n'est quelques ricanements. Après tout, n'était-elle pas condamnée à accepter d'être réduite à des objets ? Le pouvoir ne se conjugue-t-il pas nécessairement avec un droit de cuissage ? Lorsqu'on évoquait ces problèmes dans son rapport aux femmes, DSK répondait « Oui, j'aime les femmes, et alors ?» Souvenons-nous que les signaux d'alarme activés par Jean Quatremer, le seul journaliste qui avait osé évoquer les penchants de DSK, avaient fait chou blanc. Et comble de l'absurde, c'est vers lui que se sont orientées les foudres de ses confrères, indignés par tant d'indélicatesse. La sexualité agressive de certains hommes issus des cercles élitistes apparaît souvent sous le jour sympathique de la gauloiserie bien de chez nous. Les riches hommes blancs peuvent trousser leurs domestiques noirs, ça fait partie du folklore. Mais pour les hommes non blancs, prière de se tenir à carreau. Ils se doivent scrupuleusement respecter l'égalité des hommes entre les hommes et les femmes pour mériter d'être français. Pendant que les médias dénoncent à grand renfort de sensationnalisme les pratiques d'un autre âge des cités populaires,
et relaie les cris d'Orphée poussés par nos politiques, dont l'énergie antisexiste semble vouée à lutter contre les morceaux de tissu, nos hommes politiques sont encouragés dans leurs pratiques sexistes, dont l'ampleur a longtemps été masquée par une trop grande indulgence. Pourtant, la plupart des 75 000 viols qui ont lieu chaque année ne se déroulent pas dans de sombres caves des cités. Les auteurs de violences sexistes ne sont pas plus nombreux parmi les bouchers polygames et autres caïds de banlieue que chez les élites politiques. La violence contre les femmes n'est ni l'apanage des pauvres de banlieue, ni le fait de minorités culturelles. Les chiffres prouvent chaque année qu'elle accourt dans tous les milieux sociaux. Comment notre pays aurait-il accueilli les allégations d'une femme de chambre immigrée si elle avait accusé un homme riche, puissant et présidentiable de l'avoir violée? L'affaire n'aurait sans doute pas franchi les murs de l'hôtel. Et si ça avait été le cas, je doute fort que les autorités auraient donné du crédit à sa plainte. Si DSK avait été un rappeur de banlieue, nul doute que l'accueil de sa mise en accusation aurait été tout autre. À coup sûr, on lui aurait fait comprendre qu'il est indigne d'être français.